Berthe Morisot, modèle d'Édouard Manet. Un noir joyeux. Jeudi 3 mai 1883. Je ne le reverrai plus. Accompagné d'un soleil déjà chaud à cette heure matinale, une foule nombreuse est venue lui rendre un dernier hommage. Toute la famille Manet et des amis entourent le cercueil au cimetière parisien de Passy. Quelques curieux et des amateurs d'art circulent dans les allées. Les amis d'Édouard portent les cordons du drap mortuaire. Antonin Proust, Claude Monet, Émile Zola, Alfred Stevens, Fantin Latour et Théodore Duret. Rodolphe Linhof, son beau-frère, a sculpté la pierre tombale. « Tenez-vous à mon bras, Berthe », me dit Renoir debout à mes côtés. « 3 jours que je porte le deuil. Ma détresse est profonde. Tout s'est si vite passé. Depuis plusieurs années, j'assistais, impuissante, à la terrible maladie d'Édouard. Il y a une dizaine de jours, un docteur avait décidé l'amputation d'une jambe, ce qui n'avait eu pour effet que d'augmenter les souffrances du malade. Chaque jour, avec Eugène, nous venions le voir. L'agonie avait été cruelle. J'aimais cet homme, ces moments d'intimité joyeuse où il me racontait tout ce qui lui passait par la tête, les longues heures de pause offertes à son regard malicieux, nos fous rires. 15 années déjà. Une femme peintre, c'est peu courant. Ce furent les premières paroles que l'enfant terrible de la peinture moderne, Édouard Manet, m'adressa. Mon ami Fantin Latour me l'avait présenté un jour de l'hiver 1868, alors que j'étais assise devant mon chevalet dans la galerie Médicis au Louvre. Je copiais les formes débordantes de sensualité des robustes femmes flamandes, installées au premier plan du débarquement de Marie de Médicis à Marseille de Rubens. En homme du monde, il avait d'abord retiré son haut de forme pour me saluer, puis posé nonchalamment sa canne au pommeau en ivoire sur le dossier de ma chaise. Barbe blonde, habillé élégamment, regard vif, le sourire séducteur de cet homme à femme avait rencontré le mien. Troublé par le charme qui se dégageait de sa personne de dandy, j'avais écouté révérencieusement ces quelques conseils distraits de maître à élève. Très intimidée, je n'arrivais pas à croire que j'avais devant moi le peintre qui scandalisait régulièrement le salon. Son Déjeuner sur l'herbe et son Olympia avaient révolutionné les critiques et le public de ce haut lieu de l'académisme officiel. Qu'avait-il pensé de moi lors de notre première rencontre devant cette toile de Rubens? Godiche, peut-être charmante, comme la plupart des femmes qui tournaient autour de lui. Il m'avait dit « Le Louvre est ma deuxième maison. J'y viens souvent pour copier Velázquez, le plus grand des peintres. Il faudra que l'on se revoie, mademoiselle. » Il était reparti de son pas rapide et saccadé.
Dans les mois qui suivirent, entraîné par Fantin Latour, Édouard Manet avait commencé à fréquenter les dîners que ma mère donnait tous les mardis dans notre maison rue Franklin. Mon frère Tiburce, plagiant ma mère, se plaisait à répéter « En toute simplicité et sans le moindre apparat », en parlant de nos dîners. Un vaurien, ce garçon. De son côté, tous les jeudis, la famille Manet recevait rue Saint-Pétersbourg. Nous fûmes invités régulièrement. Que du beau monde. J'en connaissais déjà certains, comme Fantin et Alfred Stevens. J'en rencontrais d'autres, les peintres Édouard Degas et Pierre Puvis de Chavannes, l'écrivain Émile Zola. Tous ces intellectuels parlaient haut. Les discussions étaient passionnées. À la fin du repas, Madame Manet se mettait au piano. La femme d'Édouard était hollandaise, plantureuse à souhait, comme les femmes de Rubens que je copiais au Louvre. Certains l'appelaient irrévérencieusement la grosse Suzanne. Cela amusait beaucoup les hommes. Je détestais. Suzanne adorait son mari et acceptait ses infidélités sans une once de jalousie. En toutes circonstances, celui-ci lui témoignait une grande tendresse. Manet me demanda de poser pour lui. Ce fut ma première apparition dans son œuvre. Inspiré par la toile Maya au balcon de Goya, il souhaitait peindre des personnages installés sur un balcon. Tous étaient des amis de l'artiste. Après maintes discussions avec Fanny Claus, la musicienne qui posera derrière moi, se gantant, un parapluie dans les bras, j'avais obtenu la meilleure place sur le tableau. Assise au premier rang, engoncée dans une robe de mousseline blanche, le regard perdu dans une rêverie intérieure, je serrais entre mes mains cet éventail qui me resservira souvent par la suite. Malgré l'apparente rigidité des trois personnages sur la toile, nous nous amusions beaucoup. Les plaisanteries et mots d'esprit du peintre nous emportaient dans des fous rires continuels qui soulageaient les durées interminables des temps de pause. Au salon de 1869, comme toujours, l'incompréhension avait dominé. L'excentricité et le mauvais goût de Manet avaient été conspués. La vivacité des vers de la balustrade et des persiennes choquait. Fermez les volets. Il fait de la concurrence aux peintres en bâtiment, lançaient les critiques. J'avais écrit à ma sœur Edma, on me trouvait plus étrange que laide. L'épithète de femme fatale circulait me concernant. Cela ne m'avait pas déplu. Encouragé par ce premier essai, je devins le modèle préféré de Manet. J'aimais me rendre dans son atelier de la rue Saint-Pétersbourg, où les odeurs de peinture et de tabac se mêlaient au parfum des corps de femmes, des demi-mondaines venues poser avant moi. Au début de l'été 1870, une année après Le Balcon, l'artiste me peignit une seconde fois. Quelle souffrance, ce tableau! Je posais, allongé sur un canapé moelleux, devant une estampe japonaise. Je devais absolument laisser ma jambe gauche, qui s'ankylosait douloureusement, à demi repliée sous ma robe blanche. L'éventail que je tenais de la main droite était celui qui m'avait servi pour Le Balcon. Ne bougez surtout pas,
Votre robe doit rester bien droite. Souriez, ma chère, vous êtes si jolie. » Manet se moquait de ma maigreur, qui me donnait une taille de sylphide. Anorexique, je détestais manger, au grand désespoir de ma mère, qui aurait voulu que je sois bien en chair et potelée comme elle. Ces longues heures, placées dans une position inconfortable, m'épuisaient. Peu satisfait du pauvre sourire contraint que je lui offrais, le peintre avait choisi de me donner un visage mélancolique. Je ne revis la toile qu'au salon de 1873. La guerre de 1870 à 1871 était passée entre-temps. Une nouvelle fois, les quolibets envers la technique trop lâchée de Manet furent nombreux. Le plus virulent fut ce jeune architecte de l'opéra, Charles Garnier, qui qualifia la toile de barbouillage malpropre et barbare. Il me décrivit comme une créature morne et chétive, au visage maussade et de mauvaise humeur. Comment cet architecte pouvait-il avoir une opinion sérieuse sur la peinture? Et cette agressivité à mon égard? J'étais certaine qu'un jour, l'immense talent d'Édouard serait reconnu. Pouvais-je me douter que la vie de ce peintre, que je considérais comme majeur pour l'art français, se terminerait aussi vite, à seulement 51 ans? Ma propre carrière avançait. L'invasion de Paris par l'armée allemande et les horreurs de la Commune m'avaient secoué physiquement et moralement. Un séjour de 3 mois chez ma sœur Edma, à Cherbourg, me redonna la joie de peindre en plein air. Ma palette s'était éclaircie, mon pinceau se débarrassant de lourdeurs techniques qui encombraient encore mon travail. Mes toiles laissaient une impression d'inachevé qui me plaisait. J'étais heureuse. Mon ambition était de poser à nouveau pour Manet. Je n'attendis guère. Il me demanda de poser pour un portrait que, aujourd'hui encore, je considère comme le plus beau qu'Édouard ait fait de moi. Un contre-jour, un chapeau noir surmontant quelques mèches de cheveux fous, ma silhouette à l'expression lointaine se découpait entre ombre et lumière. Un chef-d'œuvre à mes yeux. Les noirs de Manet. Ils lui appartenaient. Ceux-ci n'étaient pas funèbres, mais joyeux, des noirs puissants, comme ceux de Velázquez et Goya. Édouard appela cette toile Berthe Morisot au bouquet de violettes. Accrochées à mon corsage, les violettes étaient à peine visibles, noyées dans l'obscurité. À plus de 30 ans, je traversais une période de doute. Mes amis se moquaient des femmes non mariées à cet âge. Édouard m'inspirait une grande affection, et je crois qu'il était un peu amoureux de moi. Fantin m'avait dit « Manet trouve bien la peinture des gens qu'il aime ». Celui-ci m'intimidait toujours, depuis notre première rencontre au Louvre. Peu de temps après, Édouard, pour me remercier, me fit cadeau d'un charmant petit tableau représentant un bouquet de violettes, une lettre et ce fameux éventail rouge qu'il associait souvent à mes portraits. Je l'avais gardé précieusement. Édouard ne cessait de me croquer. J'appréciais notre intimité amicale. Je prenais plus de plaisir à venir poser dans le bric-à-brac de son atelier qu'à travailler dans le mien, trop méticuleusement ordonné par ma mère, qui ne supportait pas que je laisse traîner mes pinceaux, peintures et autres palettes. Ma froideur apparente,
mes pudeurs et mon regard sombre plaisaient à Édouard. Il m'appelait la beauté du diable et trouvait toujours de nouveaux angles pour me peindre. Le visage caché par un éventail ou une voilette. Parfois, un soulier de satin rose dépassait de ma robe, et il m'accoutrait d'une tenue de soirée de mousseline noire. L'année 1874 fut décisive pour moi. 3 événements importants se succédèrent. Le décès de mon père, en janvier. Au printemps, la première exposition de ceux que l'on allait appeler impressionnistes, dont je faisais partie. Et mon mariage avec Eugène Manet, en décembre. J'étais devenue la belle-sœur d'Édouard. Après la mort de mon père, Manet fit de moi un portrait me représentant en robe de deuil, la tête appuyée sur une main gantée de noir. Toujours ce noir, omniprésent, envahissant. Je me souviens du cri angoissé qui s'était échappé de ma gorge en découvrant cette femme vieillie au visage tendu, farouche. Je ne reconnaissais pas dans cette technique rude celle du Manet habituel. À la suite de mon mariage, ma collaboration avec mon beau-frère cessa. Notre intimité n'était plus la même. Une cassure. Une dernière fois, je posai pour lui en robe noire, bordée de dentelle au col et au poignet, un anneau d'or entourant mon doigt. Il me fit cadeau de la toile. D'autres femmes allaient inspirer Édouard. Je ne regardais déjà plus dans sa direction. Des amis m'embrassent, me pressent les mains. Je les devine plus que je ne les vois. À l'image de ma robe, le cimetière m'apparaît vêtu de noir, la couleur favorite d'Édouard. Il en aurait certainement fait un tableau, me dis-je, très émue. Je fixai une dernière fois la petite tombe dans laquelle il venait de s'enfoncer. Une page importante de ma vie se refermait.